donc ce que je vous ai proposé, ça c'est une vision du deuil, donc je résume un petit peu, hein. Vision du deuil comme processus de cicatrisation, avec des grands principes qui sont un deuil d'une personne, une dynamique particulière, et là on a vu que le deuil est déterminé par la personne et par les 3 temps du temps. On a exploré les 3 temps du temps, et ces 3 temps du temps nous permettent de poser des questions qui couvrent en fait l'intégralité des besoins de la personne, et qu'on peut on peut décliner l'accompagnement autour de ces 3 questions, hein, qui peut être valable pour un seul entretien, d'une heure par exemple, et qui peut être valable sur l'ensemble de l'accompagnement sur plusieurs mois. Vous voyez, c'est l'espèce de squelette qu'on peut prendre, allonger. La deuxième façon de vivre, de comprendre le processus de deuil, ça va être plus sur la chronologie. Mais entre deux, comme vous êtes exigeant, je vais vous parler des 4 tâches du deuil. Parce que là, avant de parler de cette deuxième façon de voir le deuil, qui est le processus de deuil, donc le processus naturel, je voudrais vous parler des 4 tâches du travail de deuil. Puisqu'on parle de travail de deuil, on parle donc de tâches, de choses à accomplir qui sont différentes des étapes du deuil, des 4 étapes du deuil. 4 tâches du deuil, 4 étapes du deuil. Ok? C'est pas la même chose, hein? Et donc ce n'est pas une chronologie, ce que je vais vous expliquer, ce sont vraiment les grands enjeux, tant pour la personne en deuil que pour vous qui accompagnez. On est d'accord, hein? Les 4 tâches, 4 tâches du deuil, ça va être 1. Reconnaître la réalité du décès. C'est pas accepter le décès, parce que peut-être la mort de votre enfant sera inacceptable à tout jamais. La seule chose qui est importante, c'est reconnaître la réalité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout en moi ne s'arc-boute pas contre cette réalité. Ça paraît tout simple, mais ça met parfois des mois et des mois, parfois même dans les décès brutaux, ça peut aller jusqu'à 1 an, 1 an et demi, avant que tout en soi, toutes les strates les plus profondes de son être soient au courant et en phase avec cette réalité, où on se dit, ceci s'est passé, mon enfant est décédé, mon conjoint est décédé, mon parent est décédé, mon frère, ma soeur est décédé, et je ne m'arc-boute plus contre cette réalité. Tout en moi dit, je ne veux pas, je n'accepte pas, mais je sais que c'est ainsi. C'est une étape importante. C'est une étape importante. Parce que parfois, on a la réalité qui est ici, la personne que j'aime est décédée. Et on a ce que je voudrais que la réalité soit. Je ne voudrais pas qu'il soit décédé. Et la différence entre la réalité et ce que je voudrais que la réalité soit, l'espace entre les deux, à votre avis, ça s'appelle comment? Ma souffrance. Et tout le chemin de mon deuil, tout le pénible chemin de mon deuil, et à quoi mon deuil m'appelle, c'est que lentement, tout doucement, non pas que la réalité chemine vers ce que je veux, mais que moi, je chemine tout doucement vers la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas me résigner, ce n'est pas me mettre le genou à terre, c'est juste me mettre en phase avec ce qui est, tout simplement. Et ça, c'est une tâche qui va prendre beaucoup de temps. Parce que dans les premiers temps, on le sait intellectuellement que la personne qu'on aime est décédée, mais il y a des niveaux, des strates très profondes, très viscérales, très archaïques de nous-mêmes qui ne sont pas au courant. Il y a parfois des gens qui restent dans l'incrédulité du vécu de la disparition de leur conjoint, notamment de la personne décédée, notamment dans les morts brutales, qui vont avoir beaucoup de mal à dire je n'arrive pas à y croire, même après 1 an. Ça reste normal. Ça reste normal, vraiment. Donc, reconnaître la réalité du décès. Deuxièmement, c'est, comme tâche, exprimer mes émotions, exprimer ce que je ressens, ne pas verrouiller à l'intérieur. Je reprends donc ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux hommes, par rapport aux femmes. Je ne vais pas me répéter, mais c'est un aspect essentiel. C'est notamment pour ça que la maison Montquette existe. Hein. C'est pour aider à l'expression de quelque chose qui ne peut parfois plus être entendu à l'extérieur parce que les gens en ont assez. D'accord? Après quelques temps, il est normal, donc vous serez en colère contre eux,
Mais les gens sont très en colère parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus exprimer leur peine. Et ils comprennent très bien que les gens n'ont plus du tout envie, après un an et demi, ils ne disent plus le nom de l'enfant disparu. Ils ont besoin de venir des enfants, rencontrer des gens qui continuent à leur parler de façon normale, aisée, douce de la personne qu'ils ont disparu, qu'ils ont perdue. Exprimer les émotions. Donc vous voyez, ce n'est pas lié à la chronologie, c'est vraiment sur l'intégralité du processus. Troisième, qui ne peut fonctionner que main dans la main avec le quatrième. Donc comme je ne peux pas les dire les deux en même temps, je vais dire l'un puis l'autre. Le troisième, c'est maintenir un lien approprié avec la personne disparue. On a longtemps, il y a à peu près 15 ans, 15-20 ans, pensé que le deuil était d'éloigner la personne de soi, de dire au revoir, la faire partir. On sait que c'est faux, psychologiquement. En fait, ce qui est vrai maintenant, ce n'est pas de mettre la personne au loin, c'est la mettre en soi et recréer un lien approprié avec elle. Approprié, ça veut dire quoi? Un lien qui n'empêche pas de fonctionner normalement dans le monde. Un lien qui ne fait pas entrave au fonctionnement normal dans le monde. Ça veut dire, par exemple, porter à tout jamais la bague sur un collier. C'est porter les pulls, même si le pull est troué et que ça fait 10 ans qu'on porte le même pull quand on veut être au chaud à la maison de son conjoint disparu. Ça peut être plein de choses, un lien approprié. Quel qu'il soit, quelle que soit sa nature, ce serait trop long à explorer, mais il y a beaucoup de choses, ça peut être des rituels, ça peut être plein de choses qui se continuent 5 ans, 10 ans, 20 ans, toute une vie avec la personne. C'est complètement sain, complètement normal. La seule mesure, c'est que ça ne vienne pas parasiter, bloquer le numéro 4. Le numéro 4 qui est réinvestir le monde, aimer à nouveau, revivre à nouveau. Et vous comprenez bien que quelqu'un qui vient de perdre un proche, pour ça c'est inacceptable. Ce n'est qu'au fil du temps, c'est pour ça qu'on parle ce n'est pas de chronologie, au fil du temps, je peux accepter de réinvestir le monde que si j'ai un lien profond avec toi. D'accord? Mais si j'ai qu'un lien profond avec toi et que je n'investis pas le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est les deux en même temps. Un lien hyper profond avec toi, et en même temps, ce qui me permet de retrouver un lien avec l'autre. Derrière, vous savez quoi? Il y a la peur de l'oubli qui est toujours là. Hein? Et donc, inviter les gens à créer un lien approprié, tout en invitant à réinvestir le monde, pas trop vite, hein, pas au début. Vous savez bien que ce n'est pas les premiers mois, il faut parler de ça. Les premiers mois, c'est complètement inapproprié. Mais peut-être après un an et demi, ou 2 ans, les gens comprennent ce que vous voulez dire. Mais pas tout de suite. C'est normal, parce que pour l'instant, on est happé par la violence des émotions, et c'est là où il faut commencer, l'expression, ventiler cette énorme vague de souffrance qui est sur soi. Okay? Brièvement, c'est ça le travail de deuil, en fait. Vous voyez, c'est exprimé dans des grands principes, et vous avez là, véritablement, la marche à suivre pour comprendre ce que veut dire cet état de deuil. Ok? Juste pour terminer, quand je dis terminer, j'en ai encore pour presque une demi-heure, ça va? Où est-ce que ça va? Tu as assez de Je crois pas, mais je coupe des virgules là. Combien de temps encore? J'en ai. Ok, 15 minutes, 20 minutes? Oui. Ok. Une deuxième façon de comprendre le processus de deuil, ça va être comment dire, Joanne, je suis en lien avec toi parce que je te vois, parce que je t'entends, dis quelque chose. Je t'entends aussi. Je t'entends aussi. Je peux être en lien parce que je peux te toucher. Je peux, quand je te serre dans les bras, sentir ton parfum. Je peux te goûter, mais je ne sais pas jusqu'à goût tu as. Et je peux penser à toi. Ok? Donc, le lien dans le monde avec toi est un lien objectif, extérieur, sensoriellement déterminé, porté par mes sens. Ok? Et l'enjeu du deuil, une autre façon de le voir, c'est de passer progressivement d'une relation extérieure à une relation intérieure, une relation objective à une relation
subjective, d'une relation sensoriellement déterminée à une relation qui n'est plus sensoriellement déterminée. C'est-à-dire qui ne passe pas par le fait de te voir, de t'entendre, de te toucher. Donc créer en moi une autre nature de lien avec toi. Et ce passage d'un lien extérieur à ce lien intérieur demande un temps énorme qui est le temps du deuil. C'est une autre façon de comprendre le processus de deuil, cicatrisation ou, comme on dit, introjection. Introjection, mettre en moi le lien qui existe à l'extérieur, qui n'existe plus dans le monde objectivement, et que lentement, très lentement, je vais construire en moi. Bien sûr, il existait, une maman va vous dire, mais mon petit, j'y pense toujours. Mais là, comme il n'est plus existant dans le monde, c'est vraiment tout le travail de construire la relation à l'intérieur de soi et être tranquille avec ça. Et ce n'est pas une relation qui va envahir ma vie. Joanne, la relation que j'ai avec toi n'envahit pas ma vie. Et quand je vois, je suis heureux de te voir. C'est pareil. C'est introjecter la relation et pouvoir continuer à vivre sa vie, mais en même temps savoir qu'il y a le lien avec toi qui est là à tout jamais. Donc il n'y a pas de perte. Okay? Il n'y a pas de perte ultimement. Il y a une perte objective dans le monde, mais intérieurement, le processus de deuil crée les conditions qu'il n'y ait pas de perte ultimement. D'accord? C'est hyper important ça, sinon on est vraiment dans quelque chose de trop désespérant, même s'il restera toujours cette conscience que tu me manques dans le monde objectivement. Il est là le point de souffrance qui restera à tout jamais. Tu n'es pas là dans ma vie, tu n'es pas là. Mais ce processus de deuil est suffisamment bienveillant pour créer en moi une présence de toi en moi. D'accord? Même si ce n'est pas exactement ce que j'aurais voulu vivre avec toi. Mais au moins, ça mène à ça. Quand même, heureusement. Imaginez qu'on va diviser le processus en 4 étapes. Ce processus d'introjection. Je vais aller un petit peu plus vite, pardonnez-moi. Mais imaginez que ça c'est vous. Vous êtes très jolie là. Si c'est une fille, il y a une petite robe. Voilà. Je dis des bêtises, hein, pardonnez-moi. Ok. Et ça c'est l'autre personne. Il y a entre vous des échanges sans cesse. On sent qu'on entend, on se parle, on se, etc. Des échanges sans cesse. Ça s'appelle la relation. Ok? Avec le décès de la personne, d'une seconde à l'autre, quand elle décède, c'est-à-dire quand sa respiration s'arrête, que son cœur s'arrête, elle meurt, il y a rupture de ce lien. Et c'est la première étape qui est une étape de choc, de sidération. Attention, ne confondez pas les 4 étapes que nous allons voir avec les étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord? On n'a pas le temps de développer, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ne confondez pas les étapes du deuil, telles que je vous écris, avec les étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. C'est un petit peu différent. D'accord? Donc une phase de déni-sidération, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement violent, c'est tellement brutal que psychiquement, là, ce qu'on va décrire, c'est le mécanisme inconscient. Hein. On ne décide pas, il n'y a aucune décision là. Et là, mon esprit va mettre en place des mécanismes de protection, comme s'il coulait une espèce de chape de béton entre moi et ma souffrance, et ce qui va avoir pour effet un peu, d'anesthésier mon ressenti. Et des gens vont parfois vous raconter l'idée, mais j'avais les yeux secs, j'étais plein d'énergie, j'étais comme si je savais intellectuellement, mais c'était coupé. Tout le reste ne savait pas. Et je commandais le cercueil, j'organisais les cérémonies. J'étais dans une agitation, une tension et une espèce d'état second. C'est normal, c'est une protection. C'est une protection. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours. Il n'y a pas de problème, c'est une protection. Je vais un petit peu plus vite là. La deuxième étape, c'est quoi? Ça, je suis toujours là. Là, nous sommes à peu près dans le temps maintenant, on est à peu près 1 ou 2 semaines ou 3 semaines après le décès. Entre deux, il y a eu les obsèques. Les obsèques qui sont un moment que je n'ai pas le temps de développer, mais qui est un moment important qui fait la transition entre le choc et le premier cheminement vers le constat du réel. Parce que quand vous êtes dans une église ou dans un lieu de culte, avec le cercueil de la personne qui est à côté de vous, vous avez du mal à lutter contre la réalité. C'est quand même bien là, quoi. Donc c'est une première
tâche du deuil de rencontrer la réalité telle qu'elle est. Et c'est en ça, notamment, il y a une fonction religieuse, spirituelle pour les rituels, mais aussi une fonction psychologique qui permet de cheminer dans la prise de conscience que ce que je vis maintenant ouvre un espace de vie qui est très différent de ce que j'ai vécu avant. Et donc les rituels, obsèques et tout ont cette fonction de marquer la transition. Et aussi pour nous, mais aussi pour les autres. Et c'est à ce moment-là, souvent, que se constitue le réseau de soutien. Donc les obsèques sont très importantes à ce niveau-là aussi, psychologiquement, spirituellement, socialement. Donc après quelques temps, on est là. Et c'est pas parce que la personne a disparu que tout ce qu'on donnait s'arrête pour autant. Ok ? Imaginez qu'il y a un plafonnier avec un ventilateur au plafond. Imaginez donc que l'électricité qui circule, qui permet au ventilateur de tourner, c'est l'énergie de la relation. Si la personne décède, ça veut dire que, clic, j'éteins l'électricité. Est-ce que le ventilateur cesse de tourner? Non, il va continuer pendant un certain temps. Et quand je regarde le ventilateur, je me dis, tiens, ça continue à tourner. Et si ça pouvait continuer à tourner toujours, même s'il n'y a plus l'électricité, ça veut dire, même si tu n'es plus là, est-ce que je peux continuer à vivre comme si tu étais encore là? Et c'est ça la deuxième étape. Et comprenez bien, cette deuxième étape, elle va durer en moyenne, ce sont des moyennes, entre 6 et 10 mois. C'est énorme. Vous vous rendez compte, il y a 4 étapes, et à la deuxième étape, on est déjà presque à 1 an. Vous voyez donc, c'est énorme le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, la relation que j'ai avec toi, Johan, elle était sensoriellement déterminée. Comme je continue à vouloir préserver en moi la relation, à l'extérieur, je vais faire quoi? Je ne te vois plus, je vais faire en sorte de te voir partout, je vais mettre des photos partout dans la maison. Normal, comme ça je te verrai, je préserve la vision de toi. Je ne t'entends plus, tu ne parles plus, ça ne fait rien, je vais prendre mon téléphone, je ne vais pas annuler mon abonnement téléphonique, je vais t'envoyer des SMS et je vais continuer à écouter la messagerie téléphonique avec ta voix. Donc tu es encore en lien avec moi. C'est pas pathologique du tout, c'est normal. Pendant des mois. Je ne peux plus te serrer dans les bras, te sentir ton odeur, je ne m'étais plus. Tes chemises, je vais ouvrir l'armoire, je vais rentrer dans tes vestons, dans tes robes. Je vais rester là peut-être de longues minutes pour sentir ton odeur, ta présence. Toutes ces choses-là qui sont... Je vais dormir dans des draps que peut-être pendant des mois je ne vais pas laver parce qu'il y a ton odeur. Vous voyez, ça n'a rien de pathologique. Ça répond à un besoin normal qui est... les gens vous disent c'est pathologique, mais vous savez bien que ce n'est pas pathologique parce que dans les premiers mois, jusqu'à 10, 12, 15 mois parfois, c'est complètement normal, il n'y a que vous qui pourrez parfois le dire. Ok? Et pourtant, troisième, il y aurait plein de choses à dire encore là-dessus, vous mesurez bien. Mais à un moment donné, le ventilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a plus l'électricité de la relation. Il va ralentir et il va s'arrêter. Et à ce moment-là, je me rends compte que tu arrives à voir tout. Au moment donné, tout ce que j'investissais, je recherchais de toi dans le monde, mais il n'y a plus de support, ça revient vers moi. Tout ce que je voulais te donner, je ne peux plus te donner, ça revient vers moi. Et donc ça, cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la phase de déstructuration. C'est-à-dire que tout ce que j'investissais, eh bien, revient vers moi. Et c'est là le deuxième point important que je vous demande de retenir à tout prix. Et pardonnez-moi s'il y a des gens qui sont en deuil tout récent, parce que c'est difficile d'entendre ça. Parfois, le plus dur du vécu du deuil n'est pas au tout début, où la douleur est aiguë, hurle aux oreilles, mais à partir de plusieurs mois, 6, 8, 10 mois, parfois plus longtemps, elle rentre en sous-marin. Elle devient beaucoup plus sourde, beaucoup plus violente, mais violente silencieusement en soi. Et on apprend ce double visage, un visage extérieur qui, quand les gens demandent « ça va », on dit « ça va ». Et dedans, on rentre à la maison et on s'effondre en regardant les photos et en se demandant qu'on va pouvoir continuer à avancer.
ce double visage, et on en veut aux autres d'ailleurs. Hein. On est très en colère contre les gens de nous obliger à être dans ce double fonctionnement. Mais c'est ça, ce moment-là. C'est l'entrée dans la phase de déstructuration, on va dire en moyenne autour de 8, 9, 10 mois, qui pour moi est le temps l'entrée dans une période la plus difficile du vécu du deuil, clairement. Clairement. C'est là où l'absence prend un grand A, où le manque prend un grand M. Pas au début, parce qu'il y avait beaucoup de protection. Mais là, il y a plein de protections qui partent. Tous les gens qui se sont mobilisés ont commencé à rentrer chez eux. Moins de protection sociale. Les airbags qu'on avait gonflés, qui protégeaient, se sont progressivement dégonflés. Tout ce qui existait à l'extérieur n'existe plus, et je n'ai pas encore réussi à construire assez de toi en moi, et donc j'ai l'impression de te perdre à nouveau. Et c'est là où c'est vraiment l'impression on parle moins de toi, etc. etc. C'est vraiment l'impression de perdre la personne, et cette troisième étape qui est longue, pardonnez-moi, mais elle est longue, vous savez bien. Elle peut durer plusieurs mois, mais elle peut durer peut-être 1 an, 2 ans, parfois un petit peu plus. Elle a une couleur particulière qui est la couleur de ce qu'on appelle le vécu dépressif. Mais le vécu dépressif, c'est toute personne qui vit le deuil, mais c'est différent d'une dépression. D'accord? Vous savez bien ça, hein? La dépression est une complication du vécu dépressif. Mais le vécu dépressif, c'est pour moi, pour reprendre les mots usuels, c'est le chagrin, c'est la peine. Et ça, c'est complètement normal et approprié. Et aucun médicament au monde ne peut apaiser cela. Ceci est le passage obligé du vécu du deuil. Il n'y a aucun moyen de le comprimer, puisque c'est la logique naturelle. Quand on reprend ce qu'on a investi, le mouvement est par essence dépressogène, inducteur de ce vécu dépressif, mais pas nécessairement d'une dépression. D'accord? Pas de médicament, là il y a un médicament, a priori. Okay? En France, on prescrit beaucoup trop de médicaments. Je ne prescris quasiment, chez vous aussi, je ne prescris quasiment jamais de médicaments dans le vécu du deuil. Et si les gens sont sous médicaments, s'ils viennent, si je les accompagne, très souvent j'enlève les médicaments avec sécurité, avec il y a tous les protocoles qui vont autour, hein, mais j'essaie de voir si je peux enlever le médicament qui ne va pas freiner le processus de deuil, mais qui empêche quand même un petit peu l'accès à une profondeur émotionnelle, quand même, il faut reconnaître. Mais parfois c'est indispensable. Donc il faut vraiment évaluer au cas par cas. Il n'y a pas de règle générale, vraiment, absolument aucune règle générale. Donc vraiment, n'en faites pas une généralité, n'arrêtez pas votre traitement, s'il vous plaît. Okay? Juste un moment donné un peu particulier, ici nous sommes peut-être à 12 mois, premier anniversaire du décès. Il faut juste savoir qu'il va y avoir, dans les mois, 3 semaines qui précèdent le jour anniversaire du décès, il peut y avoir une réactivation de tout ce qui s'est passé 1 an auparavant. Ça veut dire quoi? On va penser beaucoup plus à la personne, on va penser beaucoup plus aux circonstances, on va être beaucoup plus angoissé, beaucoup plus en tension. C'est juste une réactivation naturelle, c'est une espèce d'horloge biologique. Je ne comprends pas pourquoi c'est là, et ça se répète tous les ans. Ce n'est pas que la première année, c'est la 2e année, c'est la 3e année, c'est la 4e année. Il y a une date dans le calendrier qui est modifiée par cette date du décès de la personne. D'accord? Vous savez ça, n'est-ce pas? Ce que je voudrais vraiment préciser par rapport au vécu dépressif, pour ne pas vous effrayer trop, c'est un vécu qui a une tonalité dépressive, donc triste, l'impression que l'univers est bouché, et c'est vraiment à ce moment-là, que l'on a la certitude qu'on ne s'en sortira jamais. C'est là, c'est à ce moment-là que les gens vont dire, c'est fichu, ma vie va être comme ça tout le temps. Ça veut dire qu'ils projettent l'état émotionnel du présent dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, en disant ma vie va être comme ça. Or, ils pensent que, et c'est à vous de leur dire, que c'est un état. Or, le deuil n'est pas un état, c'est un processus.
Là, ils en sont, c'est à ce point-là du processus. Et pourtant, ils vont lutter contre vous, hein, pour vous convaincre qu'ils ont raison de dire qu'à tout jamais ils seront dans cette peine-là. Non, 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 tenez bon, il y a un processus, on ne reste pas là. Mais il est long. Et c'est ça qui donne l'impression de quelque chose qui va être toute la vie, parce que ça peut durer longtemps. Quand je dis que ça peut durer longtemps, rappelez-vous, ce vécu du deuil obéit toujours à cette rythmicité. Voilà, j'ai complètement explosé. Cette rythmicité de je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien. Ça veut dire que pendant ce long temps de la troisième phase de structuration, on n'est pas sans cesse mal tout le temps. Mais on est dans quelque chose qui a une tonalité de tristesse, mais on reste quand même réactif aux choses de la vie. On peut quand même aller au cinéma, on peut quand même aller aux vacances, mais le cœur n'y est pas. Vous voyez, c'est ça. Mais on reste réactif. Là où il y a dépression, c'est quand c'est vraiment aucune réactivité, vraiment un truc très très profond. Mais c'est, en fait, sincèrement, c'est assez rare. C'est beaucoup plus le vécu dépressif qui est là et qui est confondu à tort comme une dépression. Ce n'est pas une dépression. Okay, et ça va durer longtemps. Et pour terminer, pour aller un petit peu trop vite, je vais juste un petit peu trop vite là, il y a une quatrième étape, qui est, la quatrième étape, je la dessine là, hein. C'est vous là. Tu vois ici, tu vois. Là, c'est une image, hein. Il y a le cœur qui est là, il y a la personne qui est là, et ce mouvement de relation qui est là, il est là. C'est la quatrième étape, c'est-à-dire de restructuration. Ça veut dire qu'on construit à l'intérieur de soi, mais là on est à plusieurs années après la perte, de cette reconstruction progressive du lien intime avec la personne. Pour comprendre un petit peu comment ça marche, la quatrième étape, imaginez que de ce côté-là, vous avez une enceinte avec un concert de hard rock, hyper bruyant, hyper agressif. Ça, c'est la brutalité, la violence du processus de deuil, enfin, de la perte de la personne. Okay. Et à côté, vous avez une petite enceinte du fille avec une petite musique de Mozart, toute douce, toute paisible. Eh bien, au fur et à mesure du temps, vous allez avoir la musique du hard rock qui va diminuer. Mais là, et on n'entend toujours pas la petite musique de Mozart, très douce. Mais elle a toujours été là. Il se peut que même qu'elle soit déjà là dès les premières étapes. Mais on ne l'entend pas, tellement la violence du deuil, de la souffrance est énorme, on ne l'entend pas. Mais elle est là, mais progressivement, au fil du temps et des années, que la souffrance tout doucement diminue, tout doucement, même si elle persistera toujours un petit peu, soyons clairs, hein, c'est clair pour vous, on commencera à entendre dans mais il y a autre chose qui est là, une petite musique. Et c'est ça la quatrième étape, c'est progressivement entendre cette petite musique qui est là, même si on continue à entendre le bruit déchaîné de ce hard rock, on entend de plus en plus fortement cette petite musique qui fait dire, non pas parce que l'extérieur vous le dit, mais parce que vous dites plusieurs années après, je sais maintenant que le plus gros de ma peine est derrière moi. Ça veut dire que je sais que ma peine n'est pas totalement éradiquée, terminée. Il y a encore du chemin à faire, je vais encore être malaxé toute ma vie par ça, parce qu'il n'y a pas de fin à la quatrième étape. Faire son deuil est une expression idiote. Ça ne veut rien dire. Faire son deuil, on est malaxé à tout jamais, jusqu'à la fin de ses jours, par ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui va faire que cette petite musique va prendre la place et faire la place à la quatrième tâche du processus de deuil, réinvestir le monde, parce que je suis rassuré sur le fait de la troisième tâche, parce que je sais que j'ai un lien intérieur avec toi, et que les deux marchent main dans la main. Et donc, cette reconstruction, généralement, reconstruction intérieure avec la personne, donc qui n'est plus déterminée par les sens, je n'ai plus besoin de tes photos, je n'ai plus besoin pour sentir cette présence-là. Ce n'est pas forcément une présence qui est à 100%. À l'instant, est-ce que vous pensez à votre respiration? Non? Est-ce que vous avez arrêté de respirer depuis 1h30, depuis 1 heure? Non? Ok? Votre respiration était là tout le temps avec vous.
Mais vous pouvez tout de suite décider d'y penser, et elle est là. Je respire. Mais vous pouvez aussi décider de mettre votre esprit ailleurs, sur les explications d'un psychiatre français en décalage horaire. Mais est-ce que vous oubliez votre respiration? Non. C'est ça, la quatrième étape. C'est on a la présence de la personne en soi, on n'y pense pas forcément, mais dès qu'on y pense, elle est là. Vous voyez, jamais perdue, toujours présente, presque chaque jour de sa vie. D'accord? Tout dépend de là où on pense. Et on peut penser à elle, Benjamin est là, dans l'instant. Sophie, dans l'instant, Sophie est là. Okay? Mais je n'ai peut-être pas pensé à Sophie depuis 7 heures, ou depuis ce matin. Vous voyez, c'est ça, la quatrième étape. Et tout l'espace où je n'ai pas pensé à toi consciemment, où tu étais présente, c'est un espace où j'ai commencé à reconstruire les choses de ma vie sans te trahir, sans t'abandonner, sans t'oublier. Et c'est l'indicateur où je sais, moi, que le plus gros de ma peine est derrière toi, et derrière moi, pardon, et que ce point de souffrance qui est l'absence de toi dans ma vie, qui est une souffrance à tout jamais, a trouvé tout doucement, au fil des années, sa juste place. Et qu'il y a quelque chose d'autre qui est là. Et qui fait que je suis maintenant parvenu de passer d'une relation extérieure, objective, sensoriellement déterminée, à une relation intérieure, subjective, non sensoriellement déterminée. Et là, je me suis reconstruit. Mais il y a juste un petit bémol. Reconstruction, la plupart du temps, on se reconstruit, mais tout dépend de la nature de la reconstruction. Ce n'est pas nécessairement une reconstruction optimale. On se reconstruit comme on peut se reconstruire, avec les briques qui sont les nôtres. Plus les briques sont de bonne qualité, plus on va avoir une reconstruction de bonne qualité. Plus les briques sont de mauvaise qualité, la reconstruction ne sera pas de super grande qualité. Okay? Les briques, c'est quoi? C'est notre être, nos capacités de défense, notre éducation, notre environnement, la qualité de notre environnement, la qualité de l'aide qu'on aurait su se donner ou pas. Tout ça faut constituer la qualité de nos briques. Donc on peut se reconstruire quelques crans en dessous, malheureusement, de qui on était. Ça ne veut pas dire que le deuil, entre guillemets, n'est pas fait, je pense que ça ne veut rien dire, mais ça veut dire qu'on s'est reconstruit comme ça. Ça veut dire peut-être qu'on a besoin de faire un travail intérieur, peut-être pour essayer de réparer quelque chose de cette reconstruction qui s'est faite de façon peut-être un peu douloureuse, ou un peu dans le repli, ou un peu dans la peine, ou un peu dans la vertu. C'est possible, hein? Ou alors, sur le spectre de tous les êtres humains qui sont en deuil, on peut plutôt de ce côté-là, là c'est dans la reconstruction un peu négative, reconstruction plus positive, où on se rend compte que le fait d'avoir perdu son enfant, son compagnon, son parent, sa frère, sa sœur, meilleur ami de la Terre, fait qu'on se rend compte qu'il y a eu qu'on a été transformé par ça. Et que la quatrième étape, c'est aussi une redéfinition par rapport à soi-même. Qui suis-je devenu par le fait de t'avoir perdu? Qui suis-je devenu par le fait d'avoir été aimé de toi, de t'avoir aimé, d'avoir été en lien avec toi? Qu'est-ce que ça a changé de façon déterminante dans mon existence? Et c'est là où on peut se rendre compte qu'il y a un héritage spirituel de ça. Un héritage qui va au-delà de l'héritage matériel, mais un héritage de ta personne qui a peut-être, maintenant que tu n'es plus là, enrichi ma vie d'une manière ou d'une autre. C'est là potentiellement, ça ne marche pas à tous les coups, mais potentiellement une des promesses du deuil, c'est-à-dire des gains. C'est inaudible au début, bien sûr, avoir des gains de la perte de mon enfant, mais de quoi vous parlez, vous êtes fous. Mais on le comprend, le sens de ça, des années plus tard, on se dit, tiens, à cause de, ou grâce à la mort de mon enfant, de mon compagnon, de cette personne que j'aime, je suis différent ou différente. Peut-être d'une manière que je n'aurais jamais pu être auparavant. Ça ne veut pas dire du tout que je souhaitais ta mort, parce que si tu reviens, je suis prêt à perdre tous les acquis en un instant. Sauf que, première tâche du deuil, je reconnais maintenant la réalité telle qu'elle est. Je ne lutte plus contre la réalité, et la question c'est, qu'est-ce que je fais de cette réalité? Et si je me rends compte qu'en moi, il y a eu quelque chose qui a été déposé par toutes ces années de peine, par toute cette compréhension, par tout ce contact avec aussi ce qui est essentiel dans une existence et ce qui est moins essentiel dans l'existence,
tous les enseignements, au bout du compte, explicites ou implicites que j'ai pu apprendre de ce chemin d'épreuve de vie, eh bien, si ça a fait de moi quelqu'un qui peut être plus ouvert, plus profond, plus attentif à l'autre et à moi-même, peut-être qu'il y a quelque chose là de bénéfique et peut-être quelque chose de l'ordre de la gratitude qui peut s'élever dans mon cœur par rapport à toi. Tu me manqueras toujours. Quand je verrai un endroit que je sais que tu adores et que je dis, tu ne verras pas cet endroit-là, j'aurai la peine dans le cœur. Ça s'appelle le manque. Et le manque va rester à tout jamais, mais je ne suis plus écrasé par ce manque. Et je peux continuer à vivre et peut-être en ton nom, je vais devenir bénévole dans une association. En ton nom, je vais peut-être écrire un livre. En ton nom, je vais peut-être faire des conférences. En ton nom, je vais peut-être être une personne qui essaie d'être la meilleure possible, avec ses limites, mais avec sa grandeur aussi. Vous voyez, c'est tout ça. Donc c'est ça le processus de deuil dont je souhaitais vous parler. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais en essence, vous comprenez la dimension bénéfique de ça. Et combien notre société a besoin d'entendre, je vais m'asseoir, je suis fatigué là, combien notre société a vraiment besoin de s'approprier cette connaissance pour enlever tout ce qui est de négatif autour du processus de deuil. La souffrance vient de la perte de la personne, mais la souffrance ne vient pas du processus de deuil. D'accord ? Et donc si nous, tous collectivement, et les gens qui vont écouter cette vidéo, peuvent comprendre qu'il y a quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Parce que ce dont on a peur, on le met au loin. Mais ce qu'on apprend à apprivoiser, on l'accueille, on le comprend et on devient intelligent. Donc, mes amis, je sais que vous êtes déjà hyper intelligents parce que vous avez déjà tout compris, mais c'est vraiment important de se positionner comme ce que j'ai appris là. Si vous avez appris des choses aujourd'hui, je me dois de le transmettre. Je me dois de le transmettre et de faire en sorte que je brise, là où je suis, la personne que je suis, avec mes limitations et mes forces et mes talents, la personne que je suis pour briser ce tabou qui génère cette souffrance inutile chez les personnes en deuil, la souffrance issue de l'ignorance du processus. D'accord ? On fait comme ça, vous êtes d'accord ? Oui. Allez, merci beaucoup.